Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Une affaire d'outrage au chef de l'État fait le tour de la toile depuis quelques semaines. Nous ferons le débat dans un instant sur cette question. Les activités reprennent dans les tribunaux. Au Bénin, l'UNAMAB suspend ses mouvements de débrayage et menace de reprendre s'il y a des défalcations sur salaire. Le procès de Laurent Mentognon peut donc être reprogrammé. Elie Adjiran, il est journaliste à Canal 3 Bénin. Il sera face à Kader Achirou pour le débat. La une des journaux sera présentée ce matin par vous, Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadet Dion, chers amis internautes, bonjour. Reprise des négociations, front social sont entre autres les sujets qui font l'actualité ce matin. Nous y revenons dans un instant. En sport, avec Larios Adjagbeno, nous parlerons des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018 qui démarre ce jour. Et puis le bulletin d'information. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, l'annonce de la fin de la grève des magistrats du Bénin et la construction d'un satellite par le Kenya sont au menu de cette édition. Très heureuse de vous retrouver sur ce numéro d'émission. Voici la une des journaux. Chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien Bénin Intelligent qui affiche ce matin en manchette front social et reprise des négociations. Gouvernement et centrale divisés sur les libertés. L'UNAMAB met fin à la grève mais fait du chantage. La guérite, gestion au sommet de l'État. Combien gagne Patrice Talon et ses ministres? C'est une inquiétude du confrère. Il trouve qu'il est d'une nécessité de révéler les salaires des membres du gouvernement. Monde 7. Restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État. Faux procès contre Patrice Athanase Guillaume Talon. Fraternité, décrispation de la situation sociale. L'UNAMAB montre la bonne foi aux centrales syndicales. Fin de la grève dans la maison justice. Le cri de cœur de la ligne des forces révélées. Entendu ce que le gouvernement et les syndicats se sont dit est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien Fraternité. Nous passons au quotidien Info Plus. 2763 cas de grossesse dans les lycées et collèges en une année scolaire. La scolarisation des filles a du plomb dans l'aile. L'Actu Express. Fraude monstrueuse dans l'organisation des concours, les véritables coupables toujours intouchables, le DRAE un facile disjoncteur. Le progrès, transparence dans les dépenses publiques, talent rend public le salaire des décès, SGM et autres. Nous restons avec le quotidien Le Progrès. Tension sur le front social. Gouvernement et centrale syndicale renouent le dialogue. La Nation. Dénouement de la fronde sociale. Gouvernement et syndicats renouent le dialogue. Toujours avec le quotidien national d'information. Remplacement de maître Simplice Dato à la Cour constitutionnelle, les regards tournés vers le chef de l'État ce jour en conseil des ministres. Le challenge, grève sauvage des syndicats, conséquence, Laurent Mentognon sans procès et les victimes des actes de ses pairs. Le matin, paralysie générale dans l'administration publique, la grève se poursuit avec la bénédiction de la Cour. Toujours avec le matin, en deuxième titre à la une, Chantal Djotodia, à propos des prochaines élections législatives, je ne ferai rien sans ma base. Les 4 vérités, poursuite des grèves malgré les décisions de la Cour constitutionnelle, la démarche des centrales syndicales décriée. Le matinal, reprise des négociations avec les centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement réaffirme sa bonne foi, un point débattu. Les discussions se poursuivent vendredi prochain. Nous restons avec le matinal. Luc Setonji Atropo au sujet du nouveau départ. Talon remet le Bénin sur les sentiers du développement. La nouvelle tribune, sommet de l'Union africaine, pénible baptême de feu pour Patrice Talon, Nord-Sud quotidien, organisation des concours de recrutement, limogeage du DRAE pour garantir la crédibilité, le pays émergent. Gestion peu orthodoxe de l'Assemblée nationale sous maître Adrien Roubedji. Et si Talon dépêchait une mission d'audit au Parlement pour prouver sa bonne foi, où sont passés les milliards laissés par Mathurin Kofinago, les révélations du député Basile Arossi qui confirment le gaspillage de l'argent public. Matin libre, polémique autour des salaires politiques. Curieux revirement de Joseph Djogbenou. Libération pour finir. Grève perlée malgré la décision de la Cour constitutionnelle présidée par Théodore Olo. Comment la Cour durcit le climat socio-politique, le peuple de plus en plus agacé par le jusqu'au boutisme des syndicalistes. En deuxième titre à la une de Libération pour finir. À bâton rompu avec Madame Chantal Djotodia, la gouvernance sous le président Patrice Talon augure d'une perspective heureuse. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une. Des journaux Fraternité, Bénin Intelligent, L'Autre Quotidien et d'autres journaux sont disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Voici le bulletin d'information, une présentation de Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information.
À partir du lundi 5 février prochain, les audiences reprennent dans les tribunaux béninois. La grève des magistrats entamée le 8 janvier prend fin. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de l'UNAMAB tenue hier 30 janvier au tribunal de Cotonou. Cette suspension fait suite aux décisions de la Cour constitutionnelle, l'une ayant déclaré anticonstitutionnel le retrait du droit de grève aux magistrats, agents de santé et de sécurité, et l'autre relative à la composition du Conseil supérieur de magistrature. C'est une victoire en demi-teinte, déclare Michel Adjaka, le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Il estime également que le Conseil supérieur de magistrature doit être débarrassé de tous ses représentants politiques. Gouvernement central et confédération syndicale se sont retrouvés hier pour une concertation. Un seul point de l'heure du jour a été évacué, celui relatif aux libertés. Les partis se retrouvent le vendredi prochain pour débattre des 7 autres points prévus à ces assises. Nous avons, au cours de la séance de ce matin, nous avons convenu d'un ordre du jour en 8 points. Et nous avons ensuite abordé le premier point de cet ordre du jour qui était consacré essentiellement à la question des libertés. Je crois que nous avons épuisé ce point des discussions ce matin. Nous reprendrons vendredi matin à 10 h sur le second point de l'ordre du jour qui concerne les sujets liés au pouvoir d'achat, à l'évolution du SMIC, qui est un sujet qui tient beaucoup au central et bien sûr au gouvernement lui-même. Le garde des Sceaux lui-même était présent. Il donne des réquisitions dans un secteur qui n'est pas essentiel. Tous les ministres, pratiquement surtout le ministre de la Justice, le ministre du Développement rural, le ministre de l'Enseignement secondaire qui limoge des enseignants, des directeurs d'école, des surveillants, des censeurs, en violation de toutes les lois. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est liberticide. Et c'est ça qu'on a dénoncé. Nous avons donc repris les choses. On a discuté des questions de liberté. Nous allons poursuivre les débats sur les différentes questions, à savoir les questions de la santé, les questions des enseignants. Et nous avons dit que pour tous les secteurs qui sont en grève, qui ont des motions déposées sur la table du gouvernement, il faut qu'on aborde ces questions-là, secteur par secteur, et que les représentants des secteurs soient là pour qu'on discute. La grève, elle se poursuit, elle se poursuivra tant que nous n'aurons pas trouvé un terrain d'entente aux différents points, n'est-ce pas, de revendication qui sont sur les différentes motions, les enseignants, les confédérations, les motions des confédérations, des centrales et aussi les motions de l'université, l'intersyndicat de l'université, motions au niveau du port, la situation aussi au niveau du secteur de la justice. Donc voilà un peu. On va dire que c'est un début, mais qui n'a pas vraiment permis de véritablement avancer dans les discussions. Et donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le Bénin perd le bénéfice de 30 millions de dollars mis à sa disposition par 2 accords de prêt de la Banque islamique de développement BID, basée à Jeddah en Arabie Saoudite. Ces annulations étaient signifiées au ministre du Plan Abdoulaye Bior-Tchani à travers une correspondance en date du 8 janvier 2018 et signée du vice-président chargé des programmes, le docteur Mansour Moutar. Il s'agit du financement BEN 084 du projet de développement de l'enseignement supérieur et le financement BEN 081-084 du programme intégré d'appui à la microfinance phase 2. Des ingénieurs de l'université de Nairobi viennent de construire le premier satellite du Kenya, un engin qui sera lancé dans 2 mois. Présenté comme un nanosatellite, sa fabrication a été soutenue par l'agence japonaise d'exploitation aérospatiale grâce à un financement de 1 million de dollars. Le satellite kenyan servira pour la supervision des activités agricoles et la surveillance des frontières selon les autorités kenyanes. Le Kenya rejoint ainsi le cercle fermé des pays africains ayant réussi cet exploit technologique, que sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et le Ghana. Les médias en ligne du Maroc verseront désormais 5% de leurs entrées publicitaires en guise d'impôt, une disposition dénoncée par la Confédération marocaine des éditeurs de journaux. Elle estime que c'est un coup dur porté à la presse en ligne qui rend sa situation plus lamentable que celle de son homologue écrite déjà en deuil. Les éditeurs marocains condamnent par ailleurs le transfert de certaines dispositions du code de la presse dans le code pénal.
Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à Isaïe TV. Merci pour la présentation, Carles Kitomé. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Isaïe TV. Nous allons passer au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Elia Djiran, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc journaliste à Canal 3 Bénin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Nous parlons donc des activités qui reprennent dans les tribunaux. L'UNAMAB a suspendu ses mouvements de grève. Bonne nouvelle, Elia Djiran. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour tous parce que pendant longtemps, les tribunaux sont restés en service minimum. La maison de justice était restée en service minimum. Je crois que beaucoup de personnes qui sont donc en instance de juge ou d'être jugées, bien évidemment, doivent pouvoir quand même saluer cette décision. Et je crois que la décision déjà portée par les responsables de l'UNAMAB hier, donc, annonce déjà un lendemain meilleur pour la gestion, parce que aussi bien même les usagers, tous ceux qui vont établir donc, leurs différentes pièces judiciaires, peuvent déjà se frotter les mains et dire déjà que cette décision vient donc à point nommé, parce que cela nous permettra tous de pouvoir donc reprendre les services. Et donc justement, le procès de Laurent Métoyon qui n'a pas pu se faire hier peut donc maintenant être programmé, Kader Achirou. Le procès de Laurent Métoyon qui n'a pas eu lieu hier peut se programmer, mais comme Lélie, je pense que cette décision n'est pas une décision salvatrice parce qu'elle vient tard après une décision de la Cour constitutionnelle qui a été rendue publique depuis des jours. Il faut dire quand même que c'est quand même une preuve, une preuve palpable et irréfutable qui prouve quand même la mauvaise foi de certains agents permanents de l'État qui ne pensent pas réellement au bonheur des populations pour lesquelles elles ont prêté serment servi. La Cour constitutionnelle a rendu une décision depuis quelques jours, depuis vendredi dernier déjà, la décision a été rendue publique. Donc je pense que l'UNAMAB pouvait aller en assemblée générale le vendredi, voire le lundi matin, quitte à ce que déjà... Non, peut-être que les responsables de l'UNAMAB n'étaient pas au pays, peut-être qu'ils ont voyagé parce qu'ils étaient en grève. Mais je pense que quand vous êtes en grève et vous paralysez une grève générale de 5 jours sur 5 avec 100 services minimum, je pense que c'est assez grave, c'est assez interpellant et la seule minute de plus de grève peut être préjudiciable aux justiciables. Laurent Métoyon, qui n'a pas eu son procès hier, je dirais qu'il est victime des affres de la maison de justice, il est victime des caprices de la maison de justice parce que je ne comprends pas comment des hommes de droit qui connaissent bien le droit et qui savent que quand une loi est votée, il y a un contrôle de constitutionnalité et pourquoi ils n'attendent pas ce contrôle de constitutionnalité avant d'aller à un mouvement de débrayage et un mouvement de débrayage, lequel encore un mouvement de débrayage de 5 jours sur 5 pour pouvoir éprouver leurs revendications. Est-ce à dire que les hommes de justice veulent influer une décision de justice? Est-ce à dire que les hommes de justice maintenant méconnaissent les droits, les procédures légales? C'est un véritable problème. C'est un véritable problème aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui, les uns et les autres qui pensent que Laurent Métoyon est un détenu politique doivent plutôt œuvrer dans une dynamique de pouvoir appeler les magistrats, les juges à aller directement, tout de suite, impérativement au prétoire pour juger les uns et les autres, pour que le procès de Laurent Métoyon, t'as entendu, soit tenu, pour que finalement on puisse savoir est-ce qu'il s'agit d'un procès véritablement politique, est-ce qu'il s'agit d'un procès technique, est-ce qu'il s'agit d'un procès dans lequel Laurent Métoyon est véritablement coupable. S'il est coupable, oui, qu'on le prouve avec des arguments convaincants et percutants, et s'il n'est pas coupable, qu'on le relâche et qu'on lui permette de vivre avec sa famille et de poursuivre ses luttes politiques. Je pense que c'est un impératif aujourd'hui, le peuple béninois attend cela, donc il faut que les militants et militantes du Front pour le sursaut patriotique arrêtent d'aller devant le ministère de la Justice, arrêtent d'aller devant les institutions de la République pour se mettre en sit-in, pour effectuer des sit-in, alors que on attaque le mal, pas là où il faudrait l'attaquer. Parce que ce n'est pas le garde des Sceaux qui a demandé aux magistrats d'aller en grève. Ce n'est pas le garde des Sceaux ni le président de la République qui a demandé aux magistrats d'aller en grève pour ne pas que ce procès qui devait se tenir depuis décembre, janvier, déjà ça a été reporté il y a 2 fois, ce n'est pas le garde des Sceaux ni le président de la République qui le font. Donc je pense que même s'il faut le faire, même si on est partisan, on est compagnon de lutte de Laurent Métoyon, il faut savoir où il faut aller, il faut quand même faire des discours en toute objectivité plutôt que de rester là tout le temps à faire du théâtre politique, à distraire l'opinion. Elia Djiran. Face à cette décision, moi, je trouve véritablement que cette décision, elle est d'abord ça. Il faut d'abord saluer la démarche. Qu'on finisse... Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Parce que d'abord, c'est d'abord là le premier problème. Une fois déjà qu'ils ont pu annoncer que dès lundi prochain, ils vont rouvrir les tribunaux pour pouvoir donc offrir de nouveaux services donc à la population, la décision mérite d'abord d'être saluée.
peu importe le moment ou le contexte dans lequel cela est arrivé. Il menace encore. Maintenant, à revenir, bien évidemment, parce que j'estime que et si déjà, juste après la décision de la Cour, admettons qu'ils aillent directement en Assemblée et qu'ils relèvent automatiquement donc leur motion, cela encore peut conduire à d'autres failles organisationnelles. Je pense qu'ils ont pris suffisamment donc, du temps pour mieux apprécier les choses. Et la preuve, ils sont revenus sur des conditions nécessaires pour dire, juste à la reprise des services, dès qu'il y a continuité donc de la défalcation ou des menaces d'acharnement, qu'ils sont donc prêts à donc relancer. Ça voudrait dire que déjà cette annonce, c'est juste vite. Ils ont pris tout ce temps pour donc se préparer à pouvoir donc lever la mission. C'est en ça que moi j'apprécie la décision. À revenir maintenant sur la question donc de Laurent Métoyon. Je dis d'abord, moi je ne suis pas un homme de justice pour mieux apprécier les choses. Comme le disait tout à l'heure mon vis-à-vis, je pense que Laurent Métoyon, au-delà qu'il soit d'abord un acteur de la société civile, après avoir été donc syndicaliste, il est d'abord avant tout un homme politique. Parce qu'il a animé l'un des partis, pas des moindres, aujourd'hui le PCB, qui aujourd'hui, si on doit prendre l'évolution de l'animation de la vie politique, on ne peut pas les citer sans parler du PCB. Maintenant, si aujourd'hui les gens estiment que déjà l'arrestation ou déjà la détention de Laurent Métoyon fait toujours office d'une machination politique, je pense qu'on est mal placé. Attendons véritablement que les services judiciaires reprennent et que ce procès n'ait pas lieu. Là, maintenant, on pourra donc se mettre dans une certaine position donc, de critique. Mais pour ma part, je salue encore une fois la décision parce que ce n'est pas que Laurent Métoyon. On voit seulement la personne physique de Laurent Métoyon. Mais allez voir peut-être un simple citoyen qui attend peut-être une position pour remplir certaines formalités, qui veut peut-être... Pour un portable volé. Pour un portable volé qui croupit encore pour le moment en prison depuis des moments pour faire de grève, ou même certaines personnes, un mouton, etc. Ou même un simple usager qui n'a même pas de contentieux avec la justice, qui veut peut-être se faire établir simplement un casier judiciaire, qui pour des raisons donc de grève n'a pas pu. Donc forcément, les grèves ont eu beaucoup de menaces sur l'échiquier national. Donc c'est en ça que moi j'approuve d'abord la décision. Maintenant, la raison de savoir et l'implication directe que cela peut avoir sur la détention ou non jusqu'à présent, ou le non-procès de Laurent Métoyon, j'ose bien croire que juste après donc, la réouverture donc, des tribunaux, je pense bien évidemment qu'on pourra mieux avoir une idée plus claire. Et certainement donc, que le juge d'instruction continue certainement ses enquêtes pour apporter donc, de l'éclairage sur la situation. À délibérer par rapport à ce procès, le juge Azo peut continuer avec le dossier parce qu'il avait été jugé de proche du pouvoir. On avait estimé qu'il ne pouvait pas poursuivre ce dossier. Justement, mais je pense que le l'UNAMAB aujourd'hui doit être dans une démarche pacifique. Pas forcément. Parce qu'à y voir de près, tel que les choses sont effectuées, c'est comme s'il y a un combat avec un homme. Il y a un combat contre un homme. Il y a un combat contre un système. Donc, alors, vous pensez qu'ils devraient croiser les bras et tout subir? On ne demande pas de croiser les bras. On ne demande pas de subir. Mais il faut qu'on sente de l'objectivité dans la lutte. Mais quand on sent qu'on se fout peut-être des populations qu'on doit servir, quand on sent qu'on va en grève de façon tout azimut, quand on sent que le droit de grève est abusé. C'est tout ça qu'on a voulu gérer. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. souhaité donc que cela soit recadré. Il faudrait d'abord savoir une chose. La question de la justice doit toucher avec beaucoup donc de sensibilité. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Laurent Métoyon est considéré comme un présumé. Parce que rien n'a été encore officialisé pour montrer qu'il a été efficacement impliqué. C'est vrai que le contexte sociopolitique n'a pas été favorable à son jugement. Du coup, on pourrait donc se faire beaucoup plus... Autant que Laurent Métoyon, certaines personnes croupissent et on n'entend rien. Et c'est pas Laurent Métoyon seul. On est d'accord. Il faut que la justice reprenne le travail. Alors, maintenant, c'est pour ça maintenant qu'aujourd'hui, ils ont pris la décision donc de reprendre. Prêtons-leur d'abord cette arme en leur faisant foi. Et les saluer d'abord pour cette décision et attendons d'abord voir la suite. Ce qui est sûr, si ça ne va pas, on reviendra sur le plateau. Parce que du côté de l'enseignement, il y a toujours grève dans les écoles. Même dans le secteur de la santé. Donc, beaucoup de gens meurent au jour le jour pour faire de grève, mais on n'a jamais crié. Nous allons parler à présent, Elia Durand, si vous permettez, de cette affaire d'outrage au chef de l'État. C'est du côté de Glodjibé, Kader Achirou. Je pense qu'il était quand même temps qu'un système vienne pour sonner le glas de ces propos orduriers, de ces propos de racoleurs politiques, de ces propos de personnes sans foi, de personnes sans éthique, qui se mettent de façon éhontée à décrier ou peut-être à critiquer un chef d'État ou bien une institution.
mais le contexte dans lequel ceci est fait inquiète. C'est inquiète pour la simple raison et la simple cause selon laquelle, comment comprendre qu'un régime, celui du président Patrice Talon, sous lequel, au lendemain du 6 avril 2016, un certain Lord Renou, avec une veuve tonitruante, a traité le chef de l'État de gangster, de bandit, a traité le chef de l'État avec des mots plus forts que cela, mais n'a pas été inquiété. Et que des gens frustrés, déçus par la gouvernance actuelle, meurtris en leur âme et conscience par le fait que le gouvernement veut essayer de leur arracher leurs terres, parce que ce n'est pas la faute aux populations si, au niveau de la municipalité d'Abomey-Calavi, à l'époque, il y a eu des combines qui ont été effectuées de manière à ce qu'on espérait que le domaine soit dédommagé avec la plus haute cagnotte, que les gens aient vendu des parcelles aux uns et aux autres, que les gens ont eu à recaser à nouveau la zone. Ce n'est pas la faute aux populations qui ont acheté cela. Et que quelqu'un touché dans l'âme par cela décide de produire une vidéo pour essayer quand même d'intéresser, pour parler directement au chef de l'État, parler au père de la nation, parce que je pense que le chef de l'État oublie parfois ses attributs, ses noms. Il est le père de la nation, c'est pas pour qu'on l'appelle père de la nation. Il a refusé cette attribution-là au cours de C'est parce qu'il ne veut pas être généreux comme Boni Yahi qu'il a refusé cette attribution, parce que quand on appelait Boni Yahi père de la nation, c'était quand même le père de la nation, donc le père, même avant lui, on disait le père de la nation. Versus ses enfants. Donc je pense que le contexte ne s'y prête pas. J'ose croire peut-être que Patrice Talon n'y est pas derrière et que ce sont les services spéciaux en voulant faire plaisir aux chefs qui ont essayé de le faire. Certes, la vidéo, les propos qui ont été tenus sont carrément d'une envergure assez très forte. Parce que quand vous entendez quelqu'un qui dit toi, on tutoie le chef d'État avec la dernière rigueur, je pense qu'il faut pas le faire. Mais maintenant, il paraît que le CA aurait été arrêté parce que, il est arrêté même, c'est pas il aurait été arrêté, il est arrêté parce qu'il aurait été l'initiateur ou l'instigateur de cette vidéo. C'est lui qui a recommandé au jeune homme de faire la vidéo, c'est lui qui a payé pour. On attend la justice qui va élucider cette affaire, mais je pense que c'est un appel fort que les différents services spéciaux ont lancé à ceux qui permettent aujourd'hui tous azimuts de se mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'on estime qu'aucune télévision ne peut donner son temps d'antenne pour des propos du genre. On estime qu'il faut aller aujourd'hui. Moi, je pense que ça peut créer même d'autres problèmes. Parce que déjà, pour que les gens parlent à la caméra, c'est pas évident au Bénin. Donc, de plus en plus, les gens vont encore plus avoir peur de s'exprimer. Oui. Déjà, pour qu'ils parlent, quand on envoie les équipes en reportage, les populations refusent carrément parce qu'ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas en parler de peur qu'il y ait ce genre de situation. Je peux qu'on les prenne, oui. Et par rapport à cette situation, je crois qu'il est temps. Il est temps qu'on dise halte. Halte à l'anarchie. Nous sommes dans un État démocratique. Et déjà qui parle d'un président de la République, c'est déjà en réalité une personne morale. Patrice Talon, au-delà qu'il soit une personne physique et après tout une personne morale. En relation internationale, un président d'une institution, d'un pays, représente, il est le premier citoyen de ce pays. Comment peut-on injurier pendant que ce dernier se permet ou a l'outrecuidance, bien évidemment, donc d'injurier le président Talon, c'est qu'il t'injurie, m'injurie. Il injurie tous les Béninois. On peut bel et bien extérioriser son mécontentement, mais en se donnant donc des gardes. Je pense que cette expression a été très poussée. Et ça mérite véritablement... Vous avez suivi la vidéo? Bien évidemment. Moi, lorsque je le suivais... Il l'a fait en quelle langue? J'étais très écœuré. Non, mais en langue en fond, bien évidemment. Et Patrice Talon comprend bien fond, en plus. Non, mais je suis d'accord que lorsqu'on extériorise son mécontentement en langue maternelle, on se fait mieux entendre. Ça fait parce que c'est pas forcément le français où tu peux porter des gants, mais c'est de la langue nationale. Donc ça peut choquer. Mais néanmoins, vous savez, il faut décourager ça. Je suis d'accord qu'il faut pas... C'est comme s'il y a une réduction, il y a une forme d'influence. C'est comme si désormais, beaucoup se serviront de ça pour dire désormais, il n'y a plus ça. Plus jamais, il n'y a plus de l'anarchie, on ne peut plus continuer à injurier comme ça se passe par le passé. C'est vrai, il faut taper sur la table. Mais je crois que cette censure... C'est ce camp qui est actuellement au pouvoir, qui a pendant longtemps encouragé ce genre de choses. Non. On a vu des personnes insulter ici le président Boni Yahi. Moi, je suis un peu On a vu des personnes ramener donc le président Boni Yahi à terre, l'humilier carrément à travers des vidéos. C'est vrai, c'est vrai. Pendant ce temps, les gens n'ont pas les mêmes élégances politiques. C'est ça que vous devez comprendre. N'oubliez pas que l'âme que vous avez prise pour abattre votre adversaire, la même âme sera retournée contre vous dans quelques instants. Mais d'accord. De plus en plus, vous allez savoir que nous sommes en perpétuelle évolution. Et déjà, en réalité, le niveau technologique
avance au jour le jour. Sous Yahi, ce que le Yahi pouvait admirer ou peut-être apprécier, Talon peut ne pas l'admettre. Bien sûr. Et du moins, déjà, le niveau d'émancipation de Yahi, je suis en train de faire un état comparatif en matière donc du niveau de prise de décision. Mais je pense déjà pour ma part que ce que Boni Yahi avait toléré, comme largesse dans les propos, ne doit quand même pas faire continuer. Parce qu'il faut assainir le milieu. Quand on est jury, on peut bel et bien extérioriser. Et aujourd'hui, même le CA, là où je suis un peu perplexe, je ne peux pas affirmer parce qu'on me dit que c'est lui qui a été l'initiateur, qui aurait peut-être payé ce citoyen à donner de ses propos. Je crois qu'en matière de responsabilité, on parle de conscience, liberté et responsabilité. C'est comme dans l'armée. Quand ton supérieur hiérarchique te demande de tirer et de tuer, c'est à toi de voir donc le contexte. Bien sûr. Ici, il a parlé, il doit en subir. Et véritablement, le CA, si tant est qu'il a été impliqué dans cette initiation, qu'il réponde éventuellement. Mais je crois que cette décision, elle est également salutaire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on insulte avec des propos aussi forts un président. Vous avez suivi l'autre nous une fois? Oui, bien, plusieurs fois d'ailleurs. Je suis d'accord, mais on ne peut pas comparer le contexte. Dans le cas d'espèce, il est question d'un intérêt général. Parce que là, la décision, si on finit donc d'élaborer ou peut-être de construire l'aéroport international de Glodjigbe, au finish, c'est le Bénin qui en sort gagnant. C'est le Bénin gagnant. C'est le Bénin qui en sort gagnant. Donc, ici, maintenant, c'est un intérêt minoritaire. Et je ne peux pas comparer ça à la taille de l'intérêt général. Dans un contexte où il y a quand même quelques problèmes. Mais je m'avais fini pour dire quoi? Je m'avais fini pour dire quoi? Si tant est que c'est véritablement une implication, il faudrait que le même père qu'est le président Talon soit également donc flexible, parce que à l'approche des élections ici, on a vu des bonnes dames qui ont fait cette même vidéo, qui ont chanté partout pour dire Yahi ou Elozodoué et Talon ou Elaïche, mais tous ceux-là lui ont servi également donc de poubelle pour son arrivée. Ça voudrait dire que quand on est en train donc de magnifier le président, on est en train de magnifier la personnalité, il faudrait quand même l'accompagner. On peut vous arrêter aussi, parce que vous magnifiez le chef de l'État, on peut vous arrêter aussi. Ah ben, mais en tout cas, personne ne peut porter plainte contre... Attendons, y voir, mais je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu ce qui est vu. On estime que quand on apprécie, tout ça c'est bon, mais déjà quand on veut aussi quand même critiquer, il faut rester dans les normes. Il faut se respecter. Il ne faut pas trop exagérer. Et même dans nos traditions, on sait que lorsque quelqu'un est chef, le roi, il doit être très respecté. Il reste toujours chef. C'est ce que je veux ajouter en commentaire pour finir, pour dire qu'il faut que les gens comprennent que les réalités de l'Occident ne sont pas les mêmes avec les réalités africaines. Si en Europe, aux États-Unis, on arrive à avoir une statue tout nue du président américain, l'homme le plus puissant du monde libre, voir une statue tout nue de lui, une représentativité de lui en poupée, je pense qu'au Bénin ici, nos mœurs, nos coutumes ne nous acceptent pas cela. Et il faut qu'aujourd'hui, les uns les autres, les politiciens, là je m'adresse beaucoup plus au fond pour le socio-patriotique, qui pensent qu'aujourd'hui, c'est en injurant le chef de l'État. Vous voulez qu'il marche parce qu'il y a encore le chef de l'État, vous voulez éviter les FSP à marcher. Qui peuvent avoir une ascension politique, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, qu'ils prennent l'exemple de Patrice Talon. Les armes avec lesquelles vous avez pris pour combattre votre adversaire politique aujourd'hui seront les mêmes armes avec lesquelles on usera pour vous combattre vous aussi demain. Si vous avez appris les gens, vous avez habitué les gens à insulter un chef d'État de malade mental, de décerbébélé, et que vous avez habitué les gens à traiter un chef d'État de quelqu'un qui n'a pas toutes ses aptitudes de conscience, ne soyez pas surpris. Si vous avez toléré cela à vos militants, aux sympathisants, quand vous étiez dans une lutte politique, ne soyez pas surpris quand vous traitez également d'ainsi. Parce que c'est ce qui a été fait également par le jeune homme. Il a traité le chef d'État dans ces mêmes mots. Ne soyez pas surpris que cela soit fait. Merci, vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport pour boucler la boucle. Sport matin, à présent, nous parlons de l'escrime. Larios Adjagbedo, bonjour. Bonjour, l'escrime est donc un sport de combat. Il s'agit en fait de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être touché. Il faut dire que par rapport à l'escrime, on utilise 3 types d'armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Et la fédération d'escrime au Bénin a beaucoup d'ambition pour ce sport. Et depuis hier, nous suivons donc un entretien à nous accordé par Jacques Okumassou, président de cette fédération, n'est-ce pas? Tout à fait, Nadège. Et dans cette dernière partie de l'interview qu'il nous a accordée, il est question de la jeunesse de cette discipline au Bénin. Autrement dit, comment ce sport qualifié d'élitiste en raison du coût élevé de ses équipements et matériels a été introduit au Bénin. Et vous avez cité quelques équipements des escrimeurs et je vais vous dire que les gants seulement avoisinent le 6 000 au Bénin, c'est-à-dire 40 000 francs CFA.
avoisine. Les gants simplement. Les gants simplement. Et pour avoir juste le masque de protection, il faut débourser plus de 100 000. Il faut le faire. En outre, le président Okumasu a indiqué que l'Open international de Cotonou, la compétition phare de la fédération, va désormais se dérouler pendant les vacances. Suivez-le pour plus de détails. C'est un tour de hasard. Ça n'a pas été ni un tour de forcing, ni un tour de hasard. J'étais en stage en France quand j'ai découvert un monsieur qui a été un maître de stage et qui parlait de l'escrime parce qu'il y avait le congrès de 2008 à Paris et qui parlait de ça en des thèmes très élogieux. Étant journaliste sportif à la base, je connaissais l'escrime sans avoir été un pratiquant et sans l'avoir jamais vu sous les tropiques. Parce que porter la veste, le pantalon, le top mètre, le masque et tout l'accoutrement de l'escrime, je sais, ça coûtait cher. Quand il en a parlé, je suis allé googliser, j'ai vu le prix, j'ai dit, mais ce n'est pas une discipline que nous, on peut pratiquer sous les tropiques. Mais à force d'insister à parler de l'escrime, parce que c'était M. Daniel Potra, directeur de communication du Comité international olympique, vous voyez que c'est un patron. Et du coup, il en parlait tellement qu'il m'a dit, bon, Jacques, ça t'intéresse? Et si ça t'intéresse, on fera un tour à Lausanne, en Suisse. Je vais te mettre au contact des membres de la Fédération internationale d'escrime, ce que j'ai fait. Et ensemble, on en a parlé. Et ils m'ont aidé jusqu'à ce qu'on mette sur pied l'association. Parce qu'il faut respecter la charte des sports au Bénin. L'association a été mise sur les fonds baptismaux. L'association, on appelle ça l'association béninoise d'escrime. Et après 4 ans, on a créé des clubs. Les clubs, c'est vrai, vous savez qu'il faut passer d'étape en étape. Et souvent, sous les tropiques, on a beau dire, il faut se dire, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas de mes habitudes de faire la langue de bois. On a créé des clubs, on en a créé 4 ou 5, je crois. Et ces clubs se sont fédérés pour donner naissance à la Fédération béninoise d'escrime. Mais sincèrement, il faut dire qu'il n'y a que 2 clubs qui sont véritablement actifs. Il y a le club de Parakou et le club de Cotonou. Parce que ce sont les 2 villes phares de ce pays où les maîtres d'armes auraient souhaité qu'être à ces villes, parce que si vous devez les envoyer, c'est pas la fonction publique de la Fédération béninoise d'escrime où je peux affecter des maîtres d'armes à tel endroit pour aller former des gamins. Voilà, les 2 clubs les plus actifs sont les clubs de Parakou et les clubs de Parakou et de Cotonou. Comme la voix du président est prépondérante, j'avoue qu'on a décidé que cette compétition ait lieu désormais pendant les vacances pour que ça n'empiète pas sur les voyages, les difficultés à avoir et à faire venir des compétiteurs et les autres fédérations chez nous. Donc on pense forcément qu'on pourra espérer avoir cette compétition vers la mi-septembre et la 2e édition. Et après, ça va rentrer dans les habitudes, dans nos mœurs. Peut-être la FIE va contribuer à ce que cette discipline rentre aujourd'hui dans le calendrier de la FIE. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de notre sérieux. Nous sommes des gens suffisamment sérieux et nous savons que lorsque nous touchons à quelque chose, sans être prophète, nous allons tout faire pour que les épées qui sont en fer, qu'on puisse les transformer en épées désormais qui puissent être en or. Après l'escrime, nous parlons donc des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018. Ça démarre ce jour? Absolument, Nadège. Et c'est à 17h30. Et le pays organisateur va croiser les crampons avec les chevaliers de la Méditerranée, la Libye, au stade de Casablanca. À 20h30, les Super Eagles du Nigeria affrontent les crocodiles du Nil, le Soudan, à Marrakech pour le second ticket qualificatif à la finale. Rappelons qu'à l'issue des quarts de finale disputés les samedis et dimanche dernier, le pays organisateur a sorti la Namibie alors que le Soudan a déjoué les pronostics en éliminant la Zambie. En revanche, le Nigeria a souffert, mais est arrivé à bout des palancras negras, c'est-à-dire les antilopes noires de l'Angola, avant que la Libye ne sorte le Congo au terme des tirs au but. Ce sera tout pour Sport Matin de ce jour. Merci à vous, Larios Adjak Benon, pour la présentation de Sport Matin. On va se retrouver donc demain pour d'autres nouvelles sportives. Mais déjà à 19h, retrouvez donc la rédaction sportive avec d'autres actualités. Merci pour la présentation. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Sport Matin. Portez-vous bien. Au revoir.